Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Kougledar est tombé. Et donc voilà le résultat, hein, donc la situation dans le sud de Donetsk. Alors je reprends la carte au nord, hein, vous voyez, on retrouve au nord avec la flèche à côté de Vovchenka cette avancée des Russes, qui là encore en arrivant sur Kurakhove vont pouvoir prendre à revers une autre, ils vont avoir le choix. Soit ils vont passer au nord et ils vont prendre à revers la ligne qu'on a évoquée tout à l'heure d'Andrivka Shevchenko, et où ils vont attaquer à revers la ligne qui part de Kurakhove et qui va jusqu'à Konstantinopil. Voilà, je l'ai bien dit, j'y suis arrivé. Donc ça met les défenses ukrainiennes dans ce secteur dans une situation extrêmement compliquée, et donc là vous voyez au sud où Gledar est maintenant dans un rectangle rouge, ce qui signifie qu'elle est tombée aux mains des Russes mardi, et qu'on peut se dire, puisqu'il n'y a pas de grande ligne de défense dans tout le secteur au nord, hein, du côté de c'est Novo-Ukrainka ici, de Boyavlanka ici, hein, sur les pointes des flèches pointillées, au centre de la carte, là il n'y a pas de grande de ligne de défense. Coucou Antoine, ou de ligne de fortification. Donc on pense que l'avancée russe va se poursuivre dans ces directions parce que ça permettrait de reprendre encore, là cette fois-ci, des pans entiers de terrain, parce que là c'est des secteurs qui sont assez plats, où il n'y a que des champs, il n'y a pas de ferme, il n'y a rien, donc ça risque d'être très compliqué. Les Ukrainiens, les photos satellites ne montrent pas l'installation de tranchées ou ce genre de choses, donc on peut penser que les Russes vont pouvoir faire un bond en avant. Après, veulent-ils le faire? Ça, c'est encore autre chose, mais il semblerait logique de le faire. Nous n'avons pas délaissé nos frères et sœurs. Nous avons essayé de trouver une solution pacifique. Vous savez comment ces négociations se sont terminées? Par des mensonges, des falsifications et des tromperies de la part des élites occidentales qui ont fait de l'Ukraine une tête de pont militaire dirigée contre la Russie. L'Ukraine transformée en tête de pont par l'Occident pour atteindre la Russie. C'était l'occasion du 2e anniversaire de la revendication par la Russie de 4 régions ukrainiennes que Vladimir Poutine a tenu ses propos. Le chef de l'État russe se place ainsi dans une opposition qu'il chérit depuis maintenant plusieurs années, celle de l'opposition entre l'Occident et le Sud global, une lecture géopolitique qui ne peine pas à être développée avec l'attaque israélienne du Liban et la situation humanitaire déplorable en Palestine. Une actualité internationale qui met en exergue le soutien de Washington et Bruxelles en faveur de Tel Aviv. Il devient alors facile de faire un lien entre le soutien occidental à l'État hébreu et le soutien occidental à l'Ukraine. Et alors que les pions bougent au Proche-Orient, l'armée ukrainienne a annoncé mercredi 2 octobre son retrait de Vuhledar, un fortin de la région de Donetsk, tenu depuis plus de 2 ans et demi par Kiev. C'est un ultime assaut des forces russes qui a mis fin à la résistance ukrainienne sur cette portion de territoire qui semblait inexorablement condamnée. Les titres de presse mainstream, pourtant d'ordinaire volontiers cachotiers sur les avancées russes, ont par ailleurs changé de vocabulaire sur le sujet. Le journal Le Monde évoquant même l'irrépressible progression des forces de Moscou dans l'est du pays, en admettant que, je cite, ce qui a longtemps été présenté comme un simple grignotage du territoire par les Russes finit aujourd'hui par être significatif, et d'évoquer une guerre qui ne serait plus de haute intensité, mais lente et de longue intensité. Après plus de 2 ans de combats acharnés contre l'armée russe, l'Ukraine s'apprête à passer un hiver en pleine guerre. Et cette année, le froid s'annonce particulièrement rude. Ces derniers mois, les bombardements russes ont considérablement affecté le système énergétique du pays. Face à cette situation, le président Zelensky appelle les pays occidentaux à l'aide et fait une comparaison avec la situation d'Israël. Однією з головних причин дефіциту безпеки у небі України, і зокрема поруч із кордонами НАТО, наших сусідів, є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист. Те, що працює у небі Близького Сходу і допомагає обороні Ізраїля, може працювати і в небі нашої частини Європи, в Україні. Ces propos interviennent au moment de la visite du nouveau président de l'OTAN qui s'est rendu à Kiev jeudi, 2 jours après sa prise de fonction. Mark Rutte, qui est l'un des soutiens les plus actifs de Kiev, a affirmé que sa priorité était que l'Ukraine l'emporte face à la Russie.
Lors d'une conférence de presse à Kiev avec Volodymyr Zelensky, il s'est également exprimé en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et ce, malgré les réticences de certains pays membres comme l'Allemagne ou les États-Unis. La visite de Mark Rutte intervient à une période critique pour l'Ukraine. Dans l'est du pays, l'armée cède du terrain face à l'avancée des troupes russes qui ont revendiqué jeudi la prise de la ville stratégique de Vuhledar. Ici, à Dnipro, les évacuations de civils ukrainiens se poursuivent. Selon les autorités, plus de 2500 personnes auraient quitté la région depuis la fin du mois d'août. Pour pallier le manque de soldats, la Légion ukrainienne a commencé à recruter des combattants volontaires à l'étranger, notamment en Pologne, où des citoyens ukrainiens suivent une formation de 35 jours qui se poursuivra sur des bases de l'OTAN en Europe. Moi, ce que je voudrais dire, parce que ça me frappe particulièrement, c'est que les médias français sont encore plus partiaux sur cette guerre que ne le sont les autres médias européens, mais surtout davantage encore que les médias américains qui font preuve, dans certains cas, d'un suivisme de la politique américaine, d'une dénonciation grotesque de la Russie, d'un soutien, je dirais, total à Zelensky, puis qui de temps en temps vont critiquer soit le régime ukrainien, soit le régime américain et sa politique. Et ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas en France. Alors, premier des éléments qui est pour moi le plus important en France, c'est que il y a une absence totale d'objectivité sur les origines de ce conflit. On a pris dès le début dans nos grands médias dits mainstream une attitude vraiment unilatérale en disant c'est la faute des Russes, les Russes ont déclenché l'offensive, les Russes sont les agresseurs, les Russes ont tous les torts, et je dirais c'en est même caricatural par de nombreux aspects, mais ça a d'abord fondé vraiment toute la politique. Alors sur la ligne de front, le front le plus important à souligner aujourd'hui, c'est celui de Pokrovsk. Donc comme d'habitude, Pokrovsk n'apparaît pas parce que à force de dézoomer, sinon on voit plus le reste. Donc Pokrovsk se trouve bien en haut de la carte, au nord, dans la direction du grand trait jaune qui monte vers le haut de la carte. C'est juste au-dessus de Perche-Travnia. En jaune, donc, c'est les voies logistiques de l'armée ukrainienne qui défend Selidové. Selidové, c'est une ville importante, je le rappelle. Pour le moment, donc, les Russes mènent des attaques avec succès au nord et au sud. Au sud, on a dit qu'ils avaient réussi à couper l'autre voie jaune qui est la voie de chemin de fer, qu'ils utilisent le fait que la voie de chemin de fer soit en contrebas pour pouvoir avancer vers le nord ou vers le sud en étant couverts des vues immédiates des défenses ukrainiennes. Au sud, on voit que les Russes ont mené une attaque avec succès et maintenant ils bordent les réservoirs qui se trouvent au sud, enfin le réservoir qui se trouve au sud d'Ilinka et donc à l'ouest de Vovchenka. Là, les Russes ont quasiment coupé les accès terrestres entre la partie qui est donc au nord de cette ligne de réservoir et vers le sud. Et on verra sur l'autre carte l'importance que ça a. Donc là, ça veut dire que les défenseurs de Rivne, Kurakhivka et Vovchenka, leurs jours sont de plus en plus comptés, je ne cesse de le dire. Et la ligne bleue que je ne cesse de tracer au nord des réservoirs en direction de Shevchenko en Drivka ici, risque d'être débordée par le nord et prise à revers, parce que cette ligne de fortification est tournée vers le sud. Ensuite, le deuxième aspect, c'est que on parle pendant des heures de toutes les frappes ukrainiennes sur le territoire russe. Alors, encore une fois, depuis le début du conflit, que ce soit les offensives, les contre-offensives ou les succès ukrainiens. Inversement, on parle beaucoup moins des avancées russes, et quand elles sont évoquées, c'est bien sûr pour être présentées sous un angle négatif. Encore une fois, mon but n'est pas de prendre parti, mais c'est de mettre en lumière les dysfonctionnements des médias. Bien évidemment, sur un certain nombre d'événements, comme les frappes sur les centrales nucléaires de Zaporijjia, les événements de Boutcha et quelques autres, la version et bien sûr le plasticage de Nord Stream 2, la version qui est donnée est toujours la version favorable à l'Ukraine et la version finalement qui est quasiment pilotée, si ce n'est construite aux États-Unis pour être diffusée dans les grands médias européens et occidentaux. Alors sur la ligne de front, je vais être assez rapide en ce qui concerne Koursk, en ce qui concerne le secteur de Kharkov. Dans le secteur de Koursk, on n'a pas d'avancée particulière, on n'a pas de modification singulière de la ligne de front, donc c'est pour ça que je vous affiche pas de carte. Du côté de Kharkov et donc le secteur de Vovchansk, vous l'avez probablement vu déjà sur les réseaux,
le niveau de destruction dans Vovchansk autour du quartier qui était tenu le plus avancé vers le sud par les Russes. Le quartier entier a été tellement bombardé de part et d'autre, mais principalement par les FAB russes, hein, les bombes planantes. On en a vu une. C'était, je crois, mardi ou mercredi, une bombe qui semble faire 9 tonnes, hein, une FAB 9000, frapper ce secteur-là de la ville avec une explosion. Enfin, je sais pas si c'était pour finir un nid défensif ukrainien ou combien il y avait de pauvres gars là-dessous. Mais enfin, c'est terrible. Là, c'est terrible. Tactiquement, si vous avez les moyens de balancer une bombe de 9 tonnes, là, on voit le pâté de maison qui est complètement, enfin, le pâté d'immeuble qui est complètement secoué par tout ça. Personne ne peut survivre. Vous avez ceux qui vont être tués par l'explosion immédiate, mais on voit le souffle. C'est pas possible, hein. Là, si les Russes en ont quelques bonnes dizaines sous la main, ça peut tactiquement être des game changers très très importants pour casser des nids défensifs comme ça facilement et faire encore avancer cette idée tactique que les zones urbaines ne peuvent plus être transformées en réduits défensifs comme elles l'ont été jusqu'à maintenant par les Ukrainiens, sinon à courir le risque. Parce que là, vu l'impact et vu l'effet du souffle, là, si vous mettez, si dans le quartier, enfin, si dans le pâté d'immeubles, vous avez 10 ou 15 types qui tiennent tout ça entre les armes lourdes et les observateurs, bon, vous perdez 15 gars. Mais si vous défendez ce genre de zone avec une densité un peu plus importante, vous pouvez voir une demi-compagnie d'infanterie rayée de la carte. Puis je terminerai en disant, de toute façon, la pire des choses qu'on ait vues, c'est la censure. Une censure qui n'avait même pas existé pendant la guerre froide, à un moment donné où la menace soviétique était infiniment plus grande que la soi-disant menace russe qui pèserait sur l'Occident aujourd'hui. Mais nous avons systématiquement interdit tous les médias provenant de l'Est, que ce soit Russia Today, Sputnik, l'agence TASS, les Izvestia. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas les moyens de continuer à lire ce qui est dit par Moscou, eh bien, on est finalement coupé d'une partie de l'information. La guerre continue, hein. Il n'y a pas eu d'arrêt des combats par rapport au fait que notre attention est très sollicitée sur ce qui se passe au Proche-Orient. Les Russes ont mené plusieurs frappes encore hier sur Kiev, Soumy, Rivne, Kharkiv, Odessa, Kirovograd. On a vu notamment à Odessa, hein, il y a des images qui ont tourné sur Telegram du port d'Odessa, où vraisemblablement les Russes étaient au courant que de nouvelles munitions, de nouveaux stocks de munitions étaient acheminés par voie maritime depuis les pays de l'OTAN pour l'armée ukrainienne. Ils ont été très bien informés du moment où ces munitions sont arrivées, parce que ces munitions, elles sont déjà parties en fumée. Et je rappelle, à l'inverse des frappes qui ont eu lieu sur les dépôts russes, c'est que là, quand ces munitions partent en fumée, il n'y a pas d'usine ukrainienne qui tourne pour immédiatement les remplacer. Hein, c'est-à-dire que là, c'est de la perte quasiment pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour les Ukrainiens. La guerre aérienne, finalement, a joué un rôle, non pas mineur, mais secondaire dans ce conflit, aussi bien, bien sûr, en ce qui concerne les avions d'attaque, évidemment, avions de supériorité aérienne, mais également d'autres aéronefs comme les hélicoptères. Et puis, les avions de transport, on l'a vu tout au début de l'offensive russe dans la région de Kiev, lorsque des gros porteurs des troupes aéroportées moscovites ont été détruits alors qu'ils se dirigeaient pour s'emparer de l'aéroport d'Hostomel à l'ouest de Kiev. Alors, et ensuite, il y a deux éléments. D'abord, c'est que la densité des défenses aériennes qui existent dans les armées dans les ex-armées soviétiques, comme c'est le cas de l'Ukraine et comme c'est le cas de la Russie, la densité des défenses aériennes était infiniment supérieure à celle que nous avions en Occident et surtout à celle que nous avons conservée en Occident à la fin de la guerre froide. Leurs matériels sont performants, surtout ils sont moins chers et donc ils peuvent les acheter en plus grande quantité. Et le système fait que les avions se retrouvent extrêmement exposés, les hélicoptères aussi dans ce genre de combat, ce qui ne veut pas dire qu'on doit en tirer nécessairement des leçons rédhibitoires pour tous les conflits à venir. C'est aussi une particularité de ce conflit. Alors, ça ne veut pas dire que les appareils ne sont pas utilisés. Les Russes ont détruit quasiment, je crois, les 3/4, si ce n'est plus, de la flotte aérienne ukrainienne.
beaucoup de frappes, d'ailleurs beaucoup de destructions ont lieu sur les bases lorsque les aéronefs étaient au sol. Côté russe, on continue à beaucoup utiliser avions et hélicoptères, mais ils tirent hors de portée de la défense antiaérienne adverse avec des missiles guidés, avec des bombes planantes dotées de moyens de propulsion, et ils tirent souvent depuis le territoire russe, quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres derrière les frontières russes, pour cibler des objectifs qui, eux, vont se trouver parfois à 10, 20, 60 kilomètres côté ukrainien. On a vu dans le même temps les Ukrainiens reprendre des attaques de drones en direction de la centrale nucléaire de Koursk. Alors ça n'a pas touché la centrale elle-même, hein. Les frappes ont touché à 5 kilomètres de la centrale sans faire sans qu'il y ait des débris qui se répandent ou ce genre de choses, hein. La frappe, elle a touché des hangars près d'un réservoir et ça a produit une grosse déflagration, une grosse détonation secondaire. Donc tout ça à 5 kilomètres de la centrale de Koursk. C'est dire que après le chantage que Zelensky avait fait à l'ONU en disant qu'il y avait des risques nucléaires, d'embrasement, d'accidents, etc., on est en plein dedans. Et on voit bien que, alors les Russes disent, hein, c'est la bombe a détonné en touchant le sol après qu'on l'a intercepté. Tout ça, comme ce qui s'était passé avec les frappes iraniennes mardi soir, tout ça reste bien sûr, tout ça s'est déroulé hier, tout ça reste à voir et à vérifier, hein, avec les informations qu'on aura au fur et à mesure. L'offensive de Koursk a été finalement quelque chose d'assez simple, puisqu'il n'y avait aucune ligne de défense russe, il faut le dire. La frontière était une frontière normale, comme celle qui nous sépare aujourd'hui de nos amis allemands ou belges. Et donc, il a été très facile pour les troupes ukrainiennes de s'enfoncer dans cette région, qui est en plus très peu peuplée, donc il n'y avait aucune ligne défensive. Par contre, dès que les Russes ont commencé à réagir, eh bien, on a vu l'offensive se ralentir. Et puis, petit à petit, on voit les opérations de reconquête qui avance plus lentement que je ne le pensais au début, mais en tout cas qui progresse, et les Ukrainiens ont perdu beaucoup de monde, les Russes aussi sur place indéniablement, mais encore une fois, c'est un échec de cette offensive ukrainienne. La Russie sort finalement plus forte de ce conflit, bien qu'elle ait connu aussi beaucoup de pertes et quelques rares destructions. Je crois qu'il faut pas trop dire qu'il y a eu des destructions majeures en Russie. Il y en a eu quelques-unes, mais elle va ressortir plus forte. Elle a réussi finalement à faire une forme d'obtenir un certain nombre de soutiens de tous ceux qui critiquent l'Occident. Voilà, donc on a finalement, les Américains ont joué, parce que les Européens n'ont fait que les suivre. Les Américains ont joué et ont perdu en sacrifiant l'Ukraine. Et je crois que le Zelensky et son équipe, on peut parler non pas d'un gouvernement, à mon sens, parce que de toute façon, Zelensky n'est plus un président légitime, il n'a pas refait de nouvelles élections. C'est un véritable gang qui s'enrichit à tour de bras des aides qui leur sont données et détournées pendant ce conflit. Et finalement, plus le conflit dure, plus ces gens-là s'enrichissent. J'ai envie de dire, en étant extrêmement cynique, pourquoi s'arrêterait-il aujourd'hui? Sur le plan militaire, d'abord, parce que c'est le plus important, il y a eu beaucoup de volontaires étrangers des deux côtés, bien sûr davantage côté ukrainien, mais je dois dire que je suis incapable de vous donner des chiffres. On a entendu tout et son contraire, donc par prudence, je n'évoquerai pas de chiffres, et je ne peux même pas vous donner de proportions par rapport aux effectifs complets des armées respectives. Alors, je pense que ça a été marginal côté russe, ça a été très significatif côté ukrainien. Avec des groupes qu'on retrouvait de chaque côté. Par exemple, il y avait des Tchétchènes de chaque côté, il y a des Latino-Américains de chaque côté, on trouve des Occidentaux de chaque côté. Il y a malheureusement beaucoup de Syriens et d'anciens membres de milices de Daesh ou d'Al-Qaïda aussi qui ont été engagés côté ukrainien. Donc c'est vrai que les Ukrainiens ont cherché à faire flèche de tout bois, parce qu'ils sont quand même attaqués sur leur sol, parce qu'ils voulaient obtenir des résultats rapides. Et puis je crois aussi qu'il faut dire que dans cette armée ukrainienne, il y avait probablement beaucoup de militaires occidentaux agissant sous uniforme ukrainien. On a parlé de plusieurs milliers de Polonais, on sait qu'il y avait beaucoup d'Américains, voilà, on sait qu'il y avait beaucoup d'Occidentaux en règle générale. Et ce qui a été frappant, c'est qu'un certain nombre d'entre eux, qui étaient des mercenaires, enfin des membres de ces milices, de ces groupes armés ou de sociétés militaires privées qui, depuis des décennies, opéraient soit en Irak, soit un petit peu en Afghanistan, soit certains l'ont fait dans le nord de la Syrie ou ailleurs, et bien sûr en Amérique latine ou en Afrique, étaient habitués finalement à des guerres de faible intensité. Et quand ils se sont retrouvés sur le front ukrainien, ils ont découvert que finalement se battre pour de l'argent,
quand on avait une chance sur 10 d'y laisser sa peau, c'était acceptable, mais se battre pour de l'argent quand on avait 3 chances sur 4 d'y rester, ça changeait beaucoup la donne. Et donc un certain nombre de ces combattants sont repartis. Certains d'ailleurs ont été empêchés de le faire, mais c'est aussi un trait très marquant de ce conflit, c'est la prise de conscience par tous ces combattants, consultants ou sous-traitants, si je peux les appeler comme ça, c'est de découvrir que ce n'était pas du tout la même chose que de la guerre contre des groupes de guérillas ou des groupes terroristes, et que là, ils risquaient vraiment d'y lisser la peau, et ça a diminué un certain nombre de participants. Alors, il n'empêche que, bien sûr, les Tchétchènes des deux côtés ont été très engagés. Côté occidental, les sociétés militaires privées qui sont intervenues n'ont pas directement, à ma connaissance, engagé beaucoup d'hommes. Ils ont eu un grand rôle sur le soutien logistique, sur le soutien médical, sur la formation des combattants, mais ils ne se sont pas engagés massivement comme l'a fait Wagner du côté russe. Et puis, il faut voir l'autre versant de la, entre guillemets, du côté des mercenaires et des militaires privés, c'est que les deux camps ont aussi envoyé un certain nombre de leurs représentants, comme Wagner, par exemple, on pourrait dire les sociétés du groupe Wagner, parce que Wagner n'est pas une société unique. On a vu donc les Russes de Wagner arriver en Afrique, au Sahel notamment, et puis en réaction ou en accompagnement, les Ukrainiens eux-mêmes envoyaient certains de membres de leur force spéciale ou de leur renseignement militaire participer à des opérations contre Wagner, et en n'hésitant pas à s'allier pour ce faire et à faire de la formation avec des groupes dits terroristes. C'est extrêmement clair. Ça a été le cas au Sahel, où ils sont soupçonnés d'avoir aidé les gens du mouvement de libération de l'Azawad, mais aussi de Al-Qaïda au Maghreb islamique, le groupe de soutien aux musulmans plus exactement, pour lancer des opérations contre Wagner et les Russes, ce qui veut dire qu'ils ont apporté des savoir-faire à des groupes terroristes. Et on l'a vu ces derniers jours, cette dernière semaine encore, en Syrie, où ils sont allés, là aussi, renforcer les équipes d'Al-Nosra, leur apporter un certain nombre de savoir-faire, notamment en matière de drones, là aussi pour s'en prendre aux garnisons russes qui soutiennent le régime du président Bachar al-Assad justement contre les djihadistes. Mais moi, je voudrais terminer sur une chose. C'est un sujet sur lequel j'ai hésité, vasouillé pendant toute ma vie. Mes liens personnels sont plutôt avec le monde anglo-saxon. Donc c'était toujours un arrachement de devoir critiquer, etc. Mais vraiment, au stade actuel, et quand je vois ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui s'est passé en Irak, ce qui se passe en Israël, etc., maintenant, c'est extrêmement simple. Je vais terminer par un numéro comique pour être dans l'esprit de la BD. Je vais faire genre prophète de l'Ancien Testament recyclé. Au terme d'une longue vie de réflexion, je suis arrivé à la conclusion que la destruction de la puissance américaine sera le début de la paix pour la planète. L'ancien président américain Donald Trump a déclaré que le monde était très proche d'une catastrophe mondiale après les attaques de missiles iraniens contre Israël, lors d'un rassemblement quelques heures plus tard à Milwaukee, mardi. Je ne veux pas faire de prédictions, car elles se réalisent toujours. Nous ne ferons pas de prédictions, mais nous sommes très proches d'une catastrophe mondiale. Nous avons un président et un vice-président inexistants qui devraient être aux commandes, mais personne ne sait ce qui se passe, a-t-il affirmé. Le président américain Joe Biden a qualifié l'attaque de « vaine et inefficace », Washington affirmant qu'elle avait contribué à abattre certains missiles. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que l'Iran avait commis une « grave erreur » et « en paierait les conséquences ». Quand j'étais président, l'Iran était sous contrôle total, a ajouté M. Trump. Les Iraniens étaient à court d'argent. Personne n'achetait leur pétrole. Et ils étaient prêts à conclure un accord. Ce mercredi, les dirigeants du G7 se sont entretenus pour parler de l'aggravation de la crise au Moyen-Orient. Ils ont principalement appelé à une cessation des hostilités, notamment le long de la frontière entre Israël et le Liban. De son côté, la FINUL a déclaré que sa mission de maintien de la paix allait se poursuivre malgré les combats et l'opération terrestre israélienne. Elle a souligné que cette incursion constitue d'ailleurs une violation de la souveraineté libanaise et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Euronews a rencontré l'ancien ambassadeur de l'UE en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe, Luigi Narbonne. Il estime que les États membres du G7 paient le prix de leur division. Non va sottovalutata la percezione molto forte e estesa sicuramente nel sud del mondo
di un'Europa che abbia adottato dei doppi standard, da una parte la ferma condanna contro la Russia di Putin, dall'altra un atteggiamento quantomeno ambivalente nei confronti di Israele e del conflitto in Medio Oriente. Questo doppio standard è a lungo termine estremamente dannoso per la credibilità dell'Unione europea et pour la défense des valeurs fondamentales. Une guerre régionale étendue aurait des conséquences pour le continent européen qui doit dans le même temps faire face au conflit ukrainien. Un collegamento dell'instabilità con la questione della Russia, la presenza russa in Siria, ovviamente potrebbe essere un motivo di preoccupazione e poi le ricadute sull'economia. Insomma, la risoluzione di tutta questa dinamica di instabilità è importante per l'Europa. Da essa passa anche una questione importante per l'Europa come la migrazione, insomma sono sempre più i migranti che fuggono alle guerre nella regione. De nombreux pays continuent de croire qu'une solution diplomatique pour mettre fin au conflit est encore possible. Le gouvernement italien qui assure la présidence du G7 souhaite que le Conseil de sécurité des Nations Unies envisage de renforcer le mandat de la FINUL en étendant ses pouvoirs et ses responsabilités. Donc c'est pour vous dire que le Liban, depuis 1975, et on pourrait remonter plus loin, est passé d'une tutelle étrangère à une autre. La tutelle palestinienne, la tutelle israélienne avec l'occupation du territoire libanais, la tutelle syrienne et aujourd'hui la tutelle iranienne. Et je ne parle même pas de la tutelle saoudienne qui a aussi a profondément pesé sur le destin du Liban. La leçon qu'il faut retirer de 1982, c'est que si tant est qu'il y ait un démon et qu'on puisse parler de démon, un démon chasse l'autre. Et qu'en général, le démon nouveau est bien pire que le démon précédent. C'est dire que nous sommes engagés dans des cycles de violence qui ne cessent de s'approfondir et de s'aggraver. Et que la seule vraie question que devraient se poser les dirigeants de cette région, c'est est-ce que les mesures que nous prenons, est-ce que cette nouvelle occupation du Liban ou intervention au Liban d'Israël est susceptible de conduire à plus de sécurité pour Israël, ou est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, et jour après jour, nuit après nuit, cela ne va pas conduire les Israéliens à connaître encore plus d'insécurité. Et là, je voudrais insister sur un point. J'ai évoqué 1982. On peut évoquer aussi 2003, qui est exactement la même histoire. Les Américains sont intervenus en Irak avec un rêve irénique de changer le régime irakien et à partir de là, de créer la paix et la stabilité en Irak. Et on a eu le chaos, et depuis, nous avons un chaos qui ne cesse de s'approfondir. Donc, ce cycle de violence, on ne l'interrompt pas. Mais on n'interrompt pas non plus le cycle de la dinguerie politique. Parce que le logiciel des extrémistes israéliens aujourd'hui, c'est le rêve d'un grand Israël, c'est le rêve de pouvoir réoccuper l'ensemble du territoire, certains même rêvent de réoccuper ou d'occuper le Liban Sud, et que cela nous conduit donc à une situation qui va rendre inextricable pendant des décennies, et pour ne pas dire plus, toute tentative de recherche de paix. Et par contre, et c'est là où la leçon et l'expérience est utile, nous savons qu'il y a un antidote. Et moi, si je me bats, si je me fatigue de temps en temps à aller sur des plateaux politiques pour prendre des coups dont je me passerai bien, c'est avec une seule conviction, qui est l'expérience qui est la mienne à travers les différentes crises que j'ai connues en Afrique ou au Moyen-Orient. Et que disent toutes ces crises? C'est tant que vous ne transformez pas un objectif sécuritaire, un objectif militaire, en objectif politique, vous n'avez aucune chance d'arrêter le cycle. Et donc, l'antidote pour Israël. Et Israël ne se rend pas compte aujourd'hui du chemin qui a été fait, et je le dis en pensant à ceux qui croient travailler à la sécurité d'Israël, c'est qu'il y a une chose de sûre, c'est que le vrai élément nouveau, c'est pas tant le fait que
ils aient réussi à détruire une grande partie du Hezbollah. Non, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, il y a une donnée incontournable. C'est que l'État palestinien devra voir le jour. Et qu'on n'ira pas 1 centimètre plus loin dans les accords d'Abraham, avec l'Arabie saoudite, avec tous les pays, même le Maroc, pas 1 centimètre plus loin, sans que cet État palestinien voie le jour. Donc, cette donnée politique, quelle que soit l'envie des uns et des autres de la rendre impossible, parce que je vois bien que chez les plus extrémistes du gouvernement israélien, il y a l'idée d'effacer la question palestinienne, eh bien, je le dis solennellement, la question palestinienne, aujourd'hui, par cette surenchère militaire, elle redevient encore plus réelle, encore plus incontournable, et sera sur la table de tous les États et de tous les rendez-vous diplomatiques des prochaines années. Affirmation qu'il y avait bien des missiles iraniens qui avaient touché des bases aériennes israéliennes, et donc là on a des confirmations avec des photos satellites, comme vous pouvez le voir, la base de Nevatim a été touchée. On apprend depuis mercredi que la base d'Ovda a également été touchée. Vous avez les clichés satellites qui sont affichés. Donc on a bien eu des interceptions, comme je le disais mercredi, mais on a bien eu des missiles qui sont passés à travers les défenses du dôme de fer, à travers l'appui qui avait été fourni par les destroyers antiaériens de la 6e flotte américaine au large, parce que si les Américains avaient retiré leur groupe de porte-avions avec leurs escortes, ils avaient bien sûr laissé des bâtiments capables de soutenir la défense antiaérienne israélienne dans l'opération. Faut pas le négliger. Les pays européens et l'Amérique doivent remettre ce pays criminel d'Israël à sa juste place, de manière à ce qu'il cesse de faire de telles choses. La prochaine fois qu'Israël vient perturber notre sécurité, nous serons en mesure de perturber la sienne. S'ils veulent faire quelque chose de mal, ils recevront des réponses bien plus fortes que ce qui a été démontré la nuit dernière. On a encore eu des frappes donc autour de Gaza City et des villes entre guillemets qui l'environnent, et notamment sur Khan Younes et sur Rafah. Au sein de l'appareil d'État iranien, on a peut-être eu des fuites qui auraient facilité la tâche aux Israéliens pour éliminer Nasrallah, et que peut-être que la frappe de mardi à mercredi n'était qu'un feu d'artifice. Alors sur cette partie-là, Thierry Messan n'avait pas les informations que nous avons aujourd'hui avec les images satellitaires, donc on peut être certain qu'on était bien dans une frappe qui n'avait rien de chorégraphié, qui n'avait rien d'entendu avec le camp adverse à travers l'intermédiaire des États-Unis comme au mois d'avril dernier, et qu'on était vraiment sur une volonté de frapper des cibles et de toucher des cibles militaires sur le territoire israélien, ce qui est donc maintenant confirmé par les images satellites. Quant à savoir ce qui se passe au niveau de l'appareil d'État iranien par rapport au Hezbollah, je l'ai évoqué mercredi dans l'émission, bien évidemment, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent imaginer, le pouvoir iranien n'est pas monolithique, on a différentes factions qui peuvent s'affronter, et je reste persuadé qu'une partie, une des hypothèses, de la disparition tragique du président Raisi dans un accident d'hélicoptère peut être liée à ces problèmes de faction. Et comme l'a expliqué Thierry Messan, il est tout à fait possible que pour certaines ou une certaine faction proche des milieux d'affaires de Téhéran et d'Ispahan, on ait des gens qui n'aient pas envie de continuer de soutenir le Hezbollah, de continuer d'avoir un pays qui est sous sanction parce qu'ils veulent faire des affaires. Tout d'abord, je voudrais faire quelques constats. De prime abord, on a l'impression de revivre un petit peu l'épisode du 13 avril dernier, c'est-à-dire une frappe de signification stratégique pour dire voilà, nous devions réagir, nous l'avons fait, un partout balle au centre et maintenant on continue. Mais ce que je constate, c'est que cette fois-ci, donc hier soir, l'Iran n'a tiré que des missiles balistiques et aucun drone ou aucun missile de croisière dont il savait pertinemment qu'il serait intercepté et détruit par la défense israélienne. Donc le but, c'était clairement de monter en gamme et de marquer un coup significatif cette fois-ci.
Ils ont très certainement averti les États-Unis, qui ont averti les Israéliens, mais cette fois-ci, le jeu de rôle, entre guillemets, était beaucoup plus large. Pardon ? Oui, mais je pense que quand on a les fuites du Pentagone à 14h pour la frappe à 18h, voilà. Je pense que le délai d'avertissement était par contre beaucoup plus court. Deuxièmement, l'Iran n'a prévenu aucun voisin, et ce n'était pas le cas la dernière fois. Ensuite, la salve comprenait 180 missiles balistiques au lieu de 120 la dernière fois et au lieu de 40 lors de la riposte en janvier 2020 à l'assassinat de Qassem Soleimani en Irak par les États-Unis. Le message, c'est notre capacité de tir de missiles balistiques à longue distance, enfin à longue portée, disons supérieure à 1200 km, accroît. Quand on fait le calcul, on a l'impression qu'il y a des volumes tous les 60, c'est-à-dire que la première fois, c'est une fois, la deuxième fois, c'est 2 fois, la troisième fois, c'est 3 fois. Donc la quatrième ou la cinquième fois, ça peut être beaucoup plus. Ce qui veut dire que, de facto, l'Iran a une capacité de frappe simultanée, probablement d'entre 250 et 300 missiles, c'est-à-dire en termes de salve. Ce qui franchit probablement le seuil de saturation, puisqu'il peut franchir le seuil de saturation israélien. On sait que dans le cours de la guerre Iran-Irak, Israël avait en sous-main plutôt soutenu Téhéran que Bagdad, et on sait bien pourquoi par rapport à tout ce qui s'était déjà passé comme contentieux depuis la guerre du Kippour, hein, notamment. Faut jamais oublier qu'il y avait un contingent irakien en Syrie qui participait au combat aux côtés de l'armée syrienne d'Hafez el-Assad contre les Israéliens en 73, et qu'ensuite, bien évidemment, après, alors le site est en construction, c'est en 82 ou 83, je crois, qu'il y a eu le raid sur l'usine Osirak. Les Israéliens voyaient déjà l'Irak comme étant un danger premier par rapport à l'Iran de l'époque, et donc ils ont soutenu en sous-main l'effort de guerre iranien, malgré toutes les grandes déclarations qu'on avait déjà à l'époque. Donc on a la possibilité d'envisager qu'on a des factions qui sont en rivalité, dont certaines n'ont pas un amour inconditionnel pour Israël, hein, bien évidemment, mais sont prêts à s'accommoder de la présence israélienne auprès des Américains. Votre question initiale, c'était comment on peut aller vers la désescalade, c'est ça ? Alors, bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que du côté américain, les Américains ne veulent pas d'une guerre contre l'Iran. Les Israéliens, eux, de leur côté, depuis en fait octobre 2023, font tout pour déclencher une escalade régionale et entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran, parce que les Israéliens sont acculés sur le plan diplomatique et sur le plan géopolitique depuis, je le rappelle, parce qu'on n'en parle plus ces derniers mois, ces dernières années, la victoire contre les groupes terroristes, notamment en Syrie, Daesh, Al-Nosra, qui ont été soutenus en partie par les Israéliens, qui soignaient dans leurs hôpitaux, notamment à Safed, des combattants d'Al-Nosra qui faisaient la navette entre la Syrie et Israël. Et donc Israël s'est retrouvé acculé. La guerre contre Gaza, le massacre à Gaza, le nettoyage ethnique à Gaza a été aussi déclenché par un prétexte. Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre doit être situé dans des provocations et des bombardements réguliers quasiment chaque année contre Gaza, et des provocations sur l'esplanade des mosquées. Ils ont utilisé ce prétexte-là, les Israéliens, pour exécuter un plan élaboré de longue date. Je rappelle que le vice-président de la Knesset en 2014, juillet 2014, Moshe Feiglin, propose un plan, My Outline Solution for Gaza, donc son plan pour Gaza, et il disait qu'il fallait épurer ethniquement Gaza, bombarder Gaza avec une puissance de feu maximale, sans prendre en compte les boucliers humains, chasser, c'est ce qu'il dit, chasser tous les habitants de Gaza vers le Sinaï, et occuper Gaza. Il dit, Gaza appartient aux Juifs, au peuple juif, et nous allons repeupler Gaza. À partir de octobre 2023, on a vu le Hezbollah effectivement qui est venu en soutien, puisque les Gazaouis ont été abandonnés par le monde entier, et ils sont venus en soutien des Gazaouis pour ouvrir un nouveau front au nord d'Israël, donc au sud du Liban, pour affaiblir les Israéliens.
Les Iraniens, de leur côté, eux, font tout pour freiner. C'est-à-dire qu'ils ont subi un certain nombre d'attaques, donc des assassinats de hauts dignitaires iraniens. Rappelons, c'est ça. Rappelons le 13 avril dernier quand même. Hein, celle-ci, on l'oublie, la frappe meurtrière dans le consulat à Damas. Donc là, on casse les codes diplomatiques en fait. Enfin, ils ont été cassés, non respectés plutôt. Et face à cela, qu'avait fait l'Iran? Il avait tiré il y avait une riposte, mais finalement, a priori presque de symbolique contre Israël à ce moment-là. Ils ont frappé des bases militaires en Israël, ils ont prévenu des Américains, ils ont prévenu les Israéliens. Ils ont, cette fois-là et mardi dernier, visé que des objectifs militaires, ils n'ont pas visé les civils. Donc c'était une attaque, ce sont des attaques très mesurées pour ne pas donner un prétexte notamment aux Israéliens, surtout aux Américains, d'attaquer l'Iran. Comme le 4, le triste anniversaire du 7 octobre arrive, ça va bientôt faire 11 mois qu'Israël a engagé ses forces au sol à Gaza et elle en a toujours pas fini avec le Hamas et les autres mouvements de la résistance palestinienne. Voilà, parce que l'approche tactique est complètement erronée. Alors par contre, comme je ne cesse de le dire, on a transformé Gaza en demi-parking. Il reste quand même par endroits des habitations debout, mais la majorité des infrastructures ont été détruites. Le compte de morts a atteint officiellement 42 000 morts suite au combat, aux tirs, aux bombardements, et comme ne cesse de le dire plusieurs canaux d'information autres que les canaux officiels de l'ONU, du département d'État américain, eh bien, on est sur quelque chose qui avoisine probablement les 180 000 morts, en comptant donc tous les morts dits indirects, c'est-à-dire qui sont morts de l'absence de soins, qui sont morts de l'absence de nourriture ou ce genre de choses, hein, et parmi eux, on a des milliers d'enfants. Et surtout, dans ces enfants-là, on en a beaucoup, je n'ai plus le chiffre en tête, mais il est terrifiant, d'enfants qui n'ont pas atteint l'âge d'1 an. Hein. Et Israël est déjà sorti du cadre hein, depuis bien longtemps. Le droit international, il le viole depuis combien d'années? C'est ce qu'on est en Combien d'années? Il y a eu 200. Il y a le Israël. Pas que sur ce plateau. Je peux finir. Excusez-moi, merci. Non, mais c'est pour abonder dans votre sens. Oui, bien sûr. Juste, je termine. Israël a violé 229 résolutions des Nations Unies depuis sa création, sur la colonisation au Golan, en Cisjordanie, sur tout un tas de droits le droit international le plus pur. Aujourd'hui, après le 7 octobre, malheureusement, Israël a encore gravi un échelon de l'horreur, un échelon de la violation du droit international, en bombardant, en tuant, malheureusement, et à chaque fois, évidemment, ce sont ces cibles qui prédominent sur la vie des civils, et ça, on peut le déplorer, et Israël est totalement sorti du cadre. Nous, chez Marianne, on publie une qui sera en kiosque jeudi, où on parle d'État hors la loi. Et il a été question même pendant notre conférence de rédaction sur est-ce qu'on qualifie Israël d'État voyou. On peut se poser la question aujourd'hui, franchement. Donc moi je le dis honnêtement, est-ce qu'on peut pas, on parlerait pas aujourd'hui pour qualifier Israël d'État voyou? Alors réponse là-dessus, puis on avancera au-delà de la question morale, mais sur le danger, sur la prise de risque d'Israël. Mais d'abord réponse, puisque Raphaël Jérusalem répondait sur l'État voyou, parce que là je vois que ça boue. Avec le Liban, alors on va commencer par la multiplication, donc on a eu dès mercredi matin, on en parlait avec Idriss Aberkan, des bombardements qui ont repris sur Beyrouth et sa banlieue. On a eu donc, je l'ai évoqué, les premières, d'abord les premiers rapports et même des images des résultats, ou en tout cas de ce qui s'était passé sur la ligne de contact dans le secteur de Merjayoun entre les forces de la 98e division parachutiste israélienne et les forces du Hezbollah. Ça s'est pas bien passé du tout pour les Israéliens, puisqu'ils ont eu des morts. On a eu d'abord un premier compte sur le fait qu'ils avaient perdu 3 Merkava, puis aujourd'hui, hier, ça c'est 3 Merkava, on en parlait hier matin,
Et là, depuis hier soir, on en est à 5 Merkava qui auraient été perdus. Les Merkava, vous le voyez, c'est les chars de combat de l'armée israélienne qui sont de très très bons chars de combat, parmi les meilleurs du monde. On a néanmoins vu que depuis le début de la guerre en Ukraine, quel que soit le niveau de vos chars, ça devient de plus en plus compliqué, soit face aux drones, soit face aux armes anti-chars, d'avoir une espèce d'invulnérabilité. Et là, ça s'est encore prouvé, parce que les embuscades que le Hezbollah a tendues ont été menées avec beaucoup de raffinement, pourrais-je dire, pour être sûr de prendre les colonnes d'assaut israéliennes sous leur feu avec des effets importants. On a vu qu'il y avait eu plusieurs morts. Sur les réseaux sociaux, mais également dans les chaînes d'information permanente où ils sont invités permanents également, Bernard-Henri Lévy et Manuel Valls nous appellent une solidarité avec l'action militaire d'Israël. Il faut aider Israël par rapport au Liban, par rapport à l'Iran, par rapport à l'ensemble de ses ennemis. Et donc au moment où Israël bombarde Gaza, réprime en Cisjordanie, torture en prison, bombarde et fait fuir 1 million de personnes au Liban, menace d'enflammer la région, on nous appelle à la solidarité avec Israël. Au nom de quoi ? Eh bien, nous disent-ils, Israël se bat pour nous, c'est pour notre sécurité qu'Israël combat sur tous ses fronts. On pourrait penser que c'est plutôt l'insécurité qui est amenée par le comportement d'Israël et que la vague de déstabilisation des différentes guerres d'Israël a eu des conséquences extrêmement négatives, non seulement pour la région, mais également pour le climat international. Mais non, il faut aider Israël, il faut se tenir aux côtés d'Israël. En réalité, d'ailleurs, ce n'est pas le combat d'Israël, c'est le combat de Netanyahou. Parce qu'il n'est pas certain que la politique que suit M. Netanyahou soit dans l'intérêt à long terme d'Israël. C'est bien la politique de Netanyahou de franchir sans cesse plus de marche dans l'escalade de la violence que nous recommandent de suivre Manuel Valls et Bernard-Henri Lévy. Alors, entre parenthèses, il peut paraître curieux que des gens qui se réclament de gauche, mais enfin, personne ne les reconnaît de gauche à gauche, il n'y a que les gens de droite qui pensent qu'ils sont de gauche, mais eux qui se réclament de la gauche demandent à être solidaires d'un gouvernement où il y a des fascistes qui sont présents, des gens qui sont ouvertement racistes, et donc ces gens de gauche nous demandent de soutenir le gouvernement le plus à droite qui n'a jamais existé dans toute l'histoire d'Israël, et le plus guerrier également. Ce discours du combat de la civilisation contre la barbarie, c'est un discours bien connu, c'est le discours du choc des civilisations, vers laquelle d'ailleurs la politique de Netanyahou nous emmène. Si on la suit, effectivement, on va de plus en plus vers le choc des civilisations. Il faut plutôt mettre un coup d'arrêt à cela, plutôt que de mettre un coup d'accélérateur, comme nous le proposent Valls et BHL. La réunion de la Ligue arabe au Caire a été convoquée par l'Irak et approuvée par tous les États membres. La réunion des représentants permanents s'est concentrée sur la manière de fournir un soutien humanitaire au Liban, qui subit des bombardements israéliens quotidiens et des infiltrations militaires par les troupes israéliennes le long de ses frontières sud. Ces attaques ont déjà tué des centaines de Libanais au cours des 2 derniers jours. Les délégués au Caire ont condamné ce qu'ils ont appelé les atrocités israéliennes et ont appelé l'ONU et la communauté internationale à intervenir et à mettre fin à ce qu'ils ont qualifié de génocide israélien contre le Liban et Gaza. Les États arabes ont convenu de mettre en place un comité qui coordonnera entre ses membres la manière de recueillir les dons ainsi que l'aide médicale et humanitaire et la manière dont ils seront livrés aux autorités libanaises. Dans leur déclaration, les représentants de la Ligue arabe ont également appelé la communauté internationale à fournir une assistance immédiate au Liban. Selon les observateurs, ce qu'il faut maintenant, c'est que la Ligue arabe déploie davantage d'efforts pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu au Liban et à Gaza. Quand on parle d'incursion, c'est au niveau tactique, soyons clairs. Ce que fait Israël avec son armée, c'est une invasion du Liban. Alors, pour le moment, cette invasion, elle n'a pas progressé de plusieurs dizaines de kilomètres dans le territoire libanais. Mais quand une armée d'un État franchit les frontières d'un autre État sans y avoir été invité pour y porter la guerre, fût-ce contre une milice qui n'est pas forcément représentatif de tout le Liban. J'ai pas dit d'une partie, parce que on l'a dit, le Hezbollah en tant que mouvement politique est représentatif d'une grande partie de la population libanaise, mais pas de toute. Et là, en tant que force militaire, c'est pareil, c'est pas représentatif de tous les Libanais. Tous les Libanais ne sont pas supporters du Hezbollah, loin s'en faut. Mais néanmoins, Israël n'a rien à faire au Liban, rien. La seule force militaire étrangère, entre guillemets, qui peut être à l'œuvre au sud Liban pour faire respecter les résolutions de l'ONU, c'est la FINUL. Point à la ligne. C'est tout.
Là, c'est pas comme ce qu'on a pu voir dans le Donbass où il n'y avait pas de force d'interposition pour séparer l'armée ukrainienne des séparatistes des républiques de Lugansk et de Donetsk. Là, il y en a une. Elle a un mandat qui est très clair et on se demande encore pourquoi ce mandat ne peut pas être exercé dans de bonnes conditions et circonstances et que c'est l'armée israélienne qui se sent le droit de pouvoir franchir la frontière et de faire ce qu'elle veut. En provenance de Beyrouth, cet avion est arrivé à l'aéroport de Francfort avec à son bord des dizaines de ressortissants allemands. Face au bombardement massif de l'armée israélienne au Liban, de nombreuses familles ont quitté le pays. C'est gris. Einfach gris. War Risiko. Also immer wenn du auf die Straßen war Risiko. Egal wohin man geht, man denkt gleich, wird was passieren. À l'aéroport de Larnaca à Chypre, les premiers ressortissants chypriotes et grecs évacués par Athènes sont arrivés à bord d'un avion militaire. Pour l'instant, 38 Chypriotes et 22 Grecs ont été évacués par Athènes. Ce jeudi, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle est arrivé un des vols transportant 200 ressortissants français installés au Liban. Après plusieurs jours d'incertitude et de peur, l'émotion était palpable. Je suis contente que je me suis réunie avec ma famille, mais je suis trop triste d'avoir quitté le Liban. La vie là-bas est trop dure, surtout récemment. Mais maintenant je sais comment je suis en sécurité, je suis avec ma famille, je suis contente. Environ 24 000 ressortissants français vivent au Liban. C'est beaucoup plus que les 1000 Espagnols installés dans le pays. Madrid a également affrété des avions pour les rapatrier en Espagne. Alors que le conflit s'intensifie, des compagnies aériennes comme Air France ont décidé de suspendre leurs vols. Une situation qui complique le départ de ceux qui cherchent à fuir le Liban. La chape de plomb de la censure militaire israélienne est très importante en Israël, donc c'est très difficile de pouvoir savoir ce que pensent d'éventuels refusniks, mais je me dis que par rapport à la leçon de l'histoire, il doit y avoir des gens en Israël qui sont au sein de l'armée complètement opposés à ces folies. Voilà. Donc les Israéliens ont perdu donc peut-être 5 Merkava, au moins un M113 Zelda avec télécommandé qui aurait été abandonné après une embuscade. Israël prolonge ses ordres d'évacuation au Liban, faisant craindre une offensive plus massive. L'armée israélienne a demandé à la population de quitter des localités au sud Liban, en dehors de la zone tampon désignée par les Nations Unies, indiquant qu'elle pourrait élargir l'opération terrestre lancée en début de semaine contre le Hezbollah. Cette annonce intervient alors qu'une série d'explosions a de nouveau été entendue à Beyrouth aux premières heures de la matinée de vendredi. Les forces israéliennes ont déclaré avoir frappé environ 200 cibles du Hezbollah en 24 heures et elles ont promis de continuer. הכוחות שלנו בלבנון מחסלים עוד ועוד מפקדים, עוד ועוד מחבלים. כל התקלות כזו מסתיימת כשידנו על העליונה. כוחות שלנו מוכנים, מאומנים מאי פעם, טעונים בניסיון מהלחימה בעזה ויתרונם בזירת הלחימה מובהק. Mais ces combats ont un coût. Au moins 9 soldats israéliens ont été tués lors d'affrontements rapprochés avec le Hezbollah dans le sud du Liban. Israël, dont l'opération a débuté mardi, considère cela comme une incursion terrestre limitée. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé indique que son personnel travaille dans des conditions désastreuses. In Lebanon alone, 28 health workers have been killed in the last 24 hours. Many health workers are not reporting to duty as they fled the areas where they work due to bombardments. This is severely limiting the provision of mass trauma management and continuity of health services. Israël affirme viser le Hezbollah après près d'un an de tirs de roquettes sur son territoire qui ont commencé au lendemain des attaques du 7 octobre. Ces tirs ont déplacé quelques 60 000 Israéliens des communautés du nord du pays. Côté libanais, les représailles de l'État hébreu ont déplacé des dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, à date d'hier soir, donc sans compter les frappes de cette nuit, on avait passé donc largement le cap du millier de civils tués depuis le début des bombardements israéliens et
depuis le début de la semaine, on estime qu'il y a, puisque vous le voyez un peu sur les cartes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que juste à l'est, donc à droite sur la carte de là où se situent les combats, vous avez la frontière syrienne. Et donc on estime qu'il y a 128 000 Libanais qui ont déjà fui vers la Syrie. Alors, dans le lot, il y a probablement d'anciens réfugiés syriens qui avaient quitté la Syrie à cause de la guerre civile et qui s'étaient réfugiés au Liban, qui retournent je vais pas dire chez eux parce que je ne sais pas s'ils ont encore un chez eux en Syrie après les destructions de la guerre civile, mais en tout cas ils refranchissent la frontière dans l'autre sens avec semble-t-il un filtrage important de la part des Syriens qui n'ont pas envie de devoir revenir chez eux, des gens qui auraient eu des accointances, qui bien sûr avec Daesh ou avec les groupes si chers au cœur de Monsieur Fabius qui faisaient soi-disant du bon boulot, hein. La police danoise a mis la main sur les auteurs de 2 explosions survenues mercredi dans le quartier des ambassades à Copenhague. Selon les enquêteurs, c'est bien l'ambassade d'Israël qui était visée. Les personnes arrêtées sont 2 hommes, l'un est majeur, âgé de 19 ans, et l'autre est un adolescent de 16 ans. Ils sont de nationalité suédoise. Ils ont été arrêtés à la gare de Copenhague alors qu'ils s'apprêtaient à fuir le pays. Ils ont été placés en détention provisoire pendant 27 jours jusqu'à la date de leur procès. Ils sont accusés de possession d'armes illégales et de port de 5 grenades à main. 2 des grenades ont explosé lorsque les suspects les ont lancées sur une maison proche de l'ambassade, mais la mission israélienne n'a pas été endommagée. Selon une chaîne de télévision danoise, les 2 hommes sont soupçonnés d'avoir agi en association et en accord préalable avec un ou plusieurs auteurs. La chef du gouvernement danois a déclaré qu'il était de plus en plus dangereux d'être juif en Europe. Antisemitismen, den stiger. Jeg kan ikke tage afstand nok fra det, og bare sige til både de danske jøder og alle andre, der går op i deres velbefindende, det er heldigvis rigtig mange af os, at myndighederne gør alt, hvad myndighederne kan for at passe på det jødiske mindretal i Danmark. Cette attaque au Danemark intervient après que des coups de feu ont été tirés mardi en fin de journée à l'ambassade d'Israël, cette fois-ci à Stockholm, en Suède. Personne n'a été blessé et aucune arrestation n'a été effectuée. La police suédoise a estimé, sans donner plus de détails, que cette attaque avait des liens avec l'Iran. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, ce matin, vous vous penchez sur comme on nous parle, la politique à travers la sémantique. Vous avez relevé des mots qui, cette semaine, clairement, sont autant de postures selon vous. Premier d'entre eux, prononcé par Gérald Darmanin, le mot inacceptable. Oui, l'ancien ministre a dit que le budget de Michel Barnier était inacceptable. Et pour beaucoup, dans la bouche de Gérald Darmanin, ce mot est surprenant. Non pas sur le fond, parce qu'il est réellement inacceptable, que le pays champion du monde des prélèvements obligatoires accentue un peu plus encore la pression fiscale. Mais simplement parce que celui qui prononce ce mot d'inacceptable a accepté pendant 7 ans de participer à un gouvernement qui nous a menés à cette situation économique et financière catastrophique. Et puis rappelons qu'il y a 1 an, le même Gérald Darmanin disait dans La Voix du Nord qu'il était favorable à ce que les entreprises fournissent un effort supplémentaire. Il voulait aussi accentuer la pression sur les propriétaires du capital. C'était quand il avouait partager certaines analyses de François Ruffin. Alors certes, l'équipe d'Emmanuel Macron n'a pas augmenté les impôts, mais elle a fait exploser les dépenses et laissé filer les déficits, à tel point que l'État ne sait plus où trouver l'argent, à part dans les poches des Français. Pendant 7 ans, Gérald Darmanin a accepté une politique qui nous a menés à une situation inextricable. Sa leçon des bonnes gestions est donc parfaitement inaudible. Alors, le deuxième mot, Vincent, c'est sacré. C'est notamment ce qu'a dit Elisabeth Borne. L'état de droit dans une démocratie, c'est quelque chose de sacré. Fin de citation. Oui, elle répondait à Bruno Retailleau qui avait dit au JDD que l'état de droit n'était ni intangible ni sacré. On se souvient que lors de sa nomination, le nouveau ministre de l'Intérieur était qualifié sans complexe de ministre catholique par les commentateurs. Entre parenthèses, on n'imagine pas, et à raison, la même pratique avec un ministre qui serait de confession musulmane. Mais d'un coup, Retailleau le catholique est devenu Retailleau le blasphémateur, Retailleau l'hérétique. Si on fait pourtant l'effort de lire l'intégralité de ses propos sur l'état de droit, il se contente de revenir à la source et au sommet de la démocratie, la souveraineté populaire. Cette polémique aura eu finalement un mérite, souligner un peu plus encore le gouffre qui sépare la petite bulle du reste des Français. Dans la vague de sondages de cette fin de semaine, notamment dans le baromètre Verian et Poca du Figaro Magazine, tout le monde baisse, sauf Bruno Retailleau, dont la cote d'avenir progresse de 19 points. Wow. Alors un sondage n'est pas une élection, mais peut-être que les citoyens ne sont pas mécontents qu'on leur dise que ce qui est sacré dans la démocratie, c'est le peuple.
La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La célèbre formule a été prononcée par les dangereux illibéraux que furent Abraham Lincoln et Winston Churchill. Et accessoirement, c'est l'article 2 de notre Constitution. Troisième mot, Vincent, la troisième formule, c'est celle de ligne rouge. Alors oui, tout le monde a sa ligne rouge. Le plus souvent, ce sont ceux qui se méfient le plus des frontières physiques, notamment pour maîtriser l'immigration, qui ont la passion de tracer des frontières morales, dont la plus courante consiste à te protéger de ceux qui justement voudraient renforcer nos frontières physiques. Puis il y a sinon des lignes rouges sur les impôts, des lignes rouges sur les sujets de société, des lignes rouges sur l'état de droit. Et puis il y a les vraies lignes rouges, celles qui nous hantent, celles qui nous tourmentent, les lignes de sang de ceux qui meurent d'un refus d'obtempérer à Mougins, d'une agression sauvage dans le bois de Boulogne, d'un coup de couteau à la sortie d'une boîte de nuit. Ces lignes tragiques sont la conséquence d'une dislocation sociale où se répondent sur fond d'immigration anarchique l'effondrement de l'autorité et le triomphe de l'impunité. Et là, on sera tous d'accord, Dimitri, pour dire que le rôle sacré de l'État et du droit, c'est de protéger les honnêtes gens de cette violence meurtrière inacceptable. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de